Il y a énormément d'acteurs dans tous les secteurs d'activité. C'est ça aussi qui est magique dans le podcast. C'est qu'une infirmière va pouvoir faire un podcast, comme un paysan va pouvoir faire un podcast, comme un cadre de n'importe quelle société va pouvoir faire son propre podcast. Bonjour et bienvenue sur Les Nouvelles Voix, le podcast où je vous partage mes tips, outils et astuces pour créer, lancer et développer votre podcast. Je suis Anastasia De Santis, la fondatrice de Studio Storia. Je suis coach, formatrice et productrice podcast et je suis maman de 3 adorables podcasts. Avec Studio Storia, j'aide les indépendants à utiliser le podcast pour faire entendre leur voix et comme un vrai outil de communication pour leur entreprise. Vous avez un projet de podcast en tête depuis longtemps et vous n'osez pas le concrétiser. Votre podcast est déjà en ligne mais vous êtes déçu des résultats. Alors tendez bien l'oreille. En attendant, je vous donne rendez-vous sur Instagram @StudioStoria pour échanger avec moi sur les retours de ce podcast ou tout simplement découvrir un peu plus mon univers ou mes offres de formation. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode où je reçois un grand monsieur du monde du podcast, j'ai nommé Philippe Chapeau. Philippe, c'est un passionné passionnant. Il connaît le domaine de la radio et du podcast comme sa poche et il adore en parler. Avec lui, nous avons discuté de son parcours de prof de tennis à beaucoup de choses. Vous allez voir, il est éditeur indépendant, fondateur du magazine Le Pod, directeur des publications du Podcast Magazine, fondateur de La Lettre Pro de la radio, journaliste, directeur, organisateur du Paris Radio Show, etc., etc. Je ne vous fais pas la liste car c'est long. On a parlé également du Paris Radio Show qu'il organise, des éléments à retenir de l'actualité du paysage podcastique, de comment un podcasteur indépendant peut s'en sortir, suspense, de Clubhouse, dingue, qui pensait qu'on allait encore en parler en 2022, mais on en a parlé. Mais surtout, on a parlé de son big projet du moment, qui est le Podcast Magazine. Et je vous invite particulièrement à regarder de près ce projet si vous vous intéressez au podcast, ce qui devrait être normalement le cas si vous êtes en train de m'écouter actuellement, sauf si quelqu'un vous force, que vous êtes peut-être dans une voiture, en train de faire un blablacar, un covoiturage, que quelqu'un écoute ce podcast, et que dans ce cas, vous ne voulez pas savoir ces informations autour du podcast. C'est pas grave, intéressez-vous-y quand même, parce que franchement, ça vaut le coup. Allez, avant de commencer cet épisode, je remercie toujours les personnes, ne l'oubliez pas, on remercie les personnes qui nous écoutent. Et cette fois-ci, je remercie Kalistan, donc je ne sais pas qui es-tu Kalistan, mais c'est un nom qui veut dire beaucoup de choses, qui dit très intéressant, podcast très enrichissant pour qui a déjà un podcast ou veut en créer un, c'est parfait, c'est les 2 personnes à qui je m'adresse. Je recommande Anastasia pour son expertise A. Donc peut-être un indice ici, Kalistan, es-tu une ancienne cliente ? Dis-le-moi, je veux savoir qui tu es. Allez, je vous laisse tout de suite avec ma conversation avec Philippe. Bonne écoute. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue sur Les Nouvelles Voix. Je suis particulièrement ravie de te recevoir ici parce que tu contribues énormément donc, au développement du podcast en France, tu es un acteur majeur même, donc vraiment merci d'avoir accepté mon invitation. Non, merci à toi pour ton invitation. Avec grand plaisir. Avant de commencer avec mes questions un petit peu sérieuses, j'aime bien mettre en jambe un peu mes invités avec des questions un petit peu à la Combini, que j'appelle This or That, avec mon super accent anglais. Le principe, tu connais, je pense, c'est des questions rapides où tu réponds rapidement, hein, comme son nom l'indique. Il y en a 5, donc ça devrait aller. Alors, on commence par simple. Plutôt café ou plutôt thé ? Plutôt café. Allez, 50-50. 50-50. Maintenant 50-50 parce que je suis marié à une femme qui est d'origine russe et donc le thé est quand même plus de rigueur que le café. Ok. Plutôt Paris ou Brive ? Brive 100%. La Gaillarde, ok. Podcast ou radio ? Ça se complique là. Je dirais plus podcast parce que moi je suis pas un homme de radio en fait. Je travaille dans le milieu de la radio mais je suis pas un homme de radio, donc podcast. Ok. Natif. Parfait. Précision importante. Audio ou papier ? Papier parce qu'on travaille dans le milieu professionnel. Maintenant on essaie de se lancer dans le grand public et que le papier a encore une belle pour des secteurs un peu spécifiques un bel avenir devant lui. Ok. Et est-ce que tu te définirais plutôt comme quelqu'un qui est monotâche ou multitâche ? Malheureusement, multitâche.
Et oui, et c'est ce qu'on va voir, je pense, dans ta présentation. Parce que tu es effectivement beaucoup de choses. Je vais essayer de faire une petite liste sans en oublier trop. C'est pas évident. Bon Donc courage. tu es... ouais. J'ai essayé de prendre un peu ton profil LinkedIn, c'est vrai que il y a beaucoup de choses. Donc éditeur indépendant, fondateur du magazine Le Pod et directeur des publications du Podcast Magazine, fondateur de la lettre pro de la radio, journaliste, directeur organisateur du Paris Radio Show, cofondateur de RedTech, fondateur de la podcast et Radio House, et j'ai même vu que tu as été prof de tennis et metteur en scène. Bravo. Ouais. Bravo. Tu as été loin dans la description. Il y en a peu qui cliquent sur tout en bas. Ils s'arrêtent en fait avant la fin. Sur le côté prof de tennis. Est-ce que j'en oublie? Est-ce que j'ai à peu près tout dit? Non, et puis ouais, après tout ça, c'est un peu dans le même secteur. Enfin, à part le tennis et le théâtre, la partie audiovisuelle, c'est une continuité en fait. C'est beaucoup de titres pour pas grand-chose, puisque je suis fondateur des éditions HF et que toutes ces marques sont englobées, à part RedTech, qui est une autre société, mais c'est une société, édition HF, et ensuite RedTech, c'en est une autre. Et puis il y a mes autres vies. Ouais, quand même beaucoup de projets en parallèle. Oui, non mais c'est ça. Après moi le problème c'est que je suis un homme de challenge et que j'ai cette, je sais pas si c'est un avantage un avantage ou un inconvénient. Je pense que c'est les deux. J'ai tendance à pas vouloir faire 2 années de suite la même chose et à vouloir lancer des projets les uns après les autres qui sont quand même en lien, mais qui me permettent, moi, de me remettre en question et puis de partir sur des nouvelles aventures avec des nouvelles personnes qui travaillent avec moi et puis des nouvelles galères, parce que c'est toujours des galères quand on lance des projets et surtout quand on travaille un peu dans l'événementiel ces dernières années. Ouais. Donc en fait, toi, ce qui te motive, c'est un peu le lancement d'un nouveau projet. Et après, quand ça roule, qu'est-ce que tu fais? Tu refiles la responsabilité à quelqu'un d'autre? Non, ou tu restes, en général, j'ai beaucoup de mal à déléguer. Ça a toujours été mon problème. C'est le problème des entrepreneurs qui ont pas des tailles d'entreprise très grandes et donc qui peuvent pas s'entourer forcément de salariés qui prennent le relais. Et quand c'est ton bébé, t'as envie de le mener jusqu'au bout. Non, je pense qu'on a démarré notre activité dans l'audiovisuel avec le guide professionnel de la radio et du son, qui a duré pendant plus de, on va dire, il s'est arrêté en 2012 et on l'a créé en 1997 avec mon père. Donc ça a duré quand même un certain temps. Et puis le salon de la radio qu'on a créé en 2003. Qui a changé de nom, mais qui est toujours le radio. On l'appelait le radio, RADIO, pour le rendez-vous annuel des décideurs indépendants des ondes. Et il n'a pas changé depuis quelques jours où on sort de ce salon à nouveau, puisqu'on a réussi à en refaire en physique. On a maintenu plus de 20 ans ce salon. Donc il y a des marques qu'on garde longtemps. La lettre pro de la radio, ça a plus de 10 ans. Le pod, il évolue vers Podcast Magazine, mais il a été créé en 2019. Donc non, je garde les marques, mais c'est vrai que je pars toujours dans des nouveaux projets en gardant les autres. Donc il y a un moment où ça bloque au niveau du temps disponible. C'est ça. Comment tu fais pour t'organiser? Comment t'organises tes journées en fait en fonction de ces différents projets? Parce que si tu gardes à chaque fois un pied dedans, c'est compliqué. Alors en fait, ce qui se passe d'abord quand j'ai commencé, je suis revenu de Suède puisque j'étais coach de tennis en Suède et j'ai arrêté ma carrière en 2000 de coach de tennis où j'avais passé plus de 15 ans à voyager par Mons et par Vaud dans le monde entier pour coacher des joueurs. Et j'ai terminé ma carrière en Suède, qui était vraiment un endroit magnifique. Quand je suis revenu, en fait, j'ai démarré uniquement avec le guide professionnel de la radio. Et le salon est arrivé en 2003, mais il a démarré doucement. Et puis petit à petit, en fait, ce qui se passe, c'est que on a une espèce de gymnastique qui s'installe. Quand je suis revenu en France en 2000, je parlais quasiment plus français parce que j'avais fait 15 ans à l'étranger. Donc je rentrais 2 fois par an. Quand je prenais le téléphone au début pour appeler avec mon père, on était dans mon grenier à Donzenac, c'est une petite ville à côté de Brive. Et j'étais dans mon grenier et mon père me disait mais appelle un tel parce qu'il fallait démarcher pour de la pub mais j'arrivais même pas à mettre deux mots les uns à la suite des autres. Donc on a démarré doucement et puis petit à petit on faisait tout parce que on n'avait pas les moyens de pouvoir donc je faisais la maquette, j'ai appris Quark Express avec une amie, j'ai fait la première maquette du guide, je suis allé chercher toutes les coordonnées de toutes les radios avec le CSA à l'époque qui avait des comités techniques radiophoniques qui listaient toutes les stations qu'il y avait pour créer le premier guide professionnel de la radio. Et puis petit à petit les salons
Et on grandit, on se rapetisse. On a rapetissé à un moment, on est passé d'un grand salon à un petit. Ensuite, on est devenu grand. Et puis là, on revient à un petit. En fait, c'est que de l'adaptabilité. Et puis de l'expérience qui fait que année après année, on arrive en fait, on arrive à trouver des outils aussi. Et puis, je pense que depuis une dizaine d'années, les outils se sont développés d'une telle manière qu'on arrive à gagner un temps fou avec les outils qu'on utilise. Et nous, notre objectif, enfin, notre obligation, c'est d'utiliser des outils les plus efficaces possibles par rapport à tout ce qu'on fait. Parce que si on peut pas utiliser d'outils efficaces, il nous faut des personnes. Et s'il nous faut des personnes, on n'a pas les moyens de le faire. Parce qu'on faut quand même rappeler qu'on est dans un secteur d'activité, l'audio en général, la radio, le podcast, où il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est un des secteurs d'activité où il y a le moins d'argent, et le podcast encore plus que la radio. Donc c'est vrai que il faut être efficace si on veut arriver à faire tout ce qu'on fait actuellement avec des outils et puis des personnes qui sont capables de le faire de manière. On travaille beaucoup avec des indépendants parce que ils ont la capacité de pouvoir justement travailler quand il y a besoin et sur des petites structures comme les autres, on peut difficilement faire autrement. Oui. Donc ça nécessite une veille permanente aussi sur ce qui existe finalement. Ah ouais, pour mais être à jour. enfin moi je suis un fan d'audiovisuel. Quand j'étais en Suède, j'ai commencé à faire mon premier site web en 1995. D'accord. Donc Internet n'était pas encore arrivé en France. En Suède, on était en 96, 97. En Suède, c'était Internet pour tous. Et moi, j'étais un fan de toutes ces technologies. Je suis tombé, moi, quand j'étais petit, j'avais un Commodore 64, j'avais le premier modem Transpac. Enfin, je suis tombé, moi, complètement dans cet univers d'internet quand j'avais 14-15 ans. Très vite, ok, d'accord. Tu le disais, on va revenir un peu juste sur aujourd'hui. Donc, tu viens d'organiser le Paris Radio Show, donc qui vient de changer de nom, effectivement. Ouais. Qui s'est déroulé donc le 2 et 3 juin dernier, donc il y a quelques jours, donc à la scène musicale à Boulogne. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots un petit peu sur cet événement et ce que tu retiens de cette année, en fait, de cet événement de cette année? Le Paris Radio Show, c'est la suite logique des événements qu'on devait organiser après le Salon de la Radio 2020 qui a eu lieu fin janvier, juste avant la pandémie. On a réussi à passer in extremis les 3 jours avant février 2020, et puis après ça a été un peu la déconfiture. Alors on avait quand même déjà organisé pas mal d'événements en ligne, donc on s'est très vite adapté avec les nouveaux outils pour pouvoir faire des événements en ligne. On a créé un événement pendant le confinement. En ligne avec les professionnels pour rester en contact avec eux, et puis on avait décidé de changer le nom du salon, et j'avais comme objectif de vouloir réserver sur 3 ans, parce que il y a les Jeux Olympiques qui arrivent en 2024, et en 2024 tout est pris partout à Paris. Ah oui, j'imagine. Donc on a trouvé ce magnifique lieu qui est la scène musicale, et on s'est lancé. Alors cette année c'était très difficile de se relancer dans l'événementiel. Ouais. Parce que les exposants... T'as senti moins de passages, Non, j'avais l'impression qu'il y avait un redémarrage. Non, niveau visitorat, on a été plutôt assez content par rapport à tous les autres salons qui ont eu 50% de moins de visiteurs en général, ceux qui sont relancés depuis la crise. Ils ont vraiment eu beaucoup moins de visiteurs et beaucoup moins d'exposants. Nous, on a eu beaucoup moins d'exposants parce que c'était une volonté. On savait qu'on n'aurait pas plus de 80 exposants. On n'a pas fait exactement le nombre d'exposants qu'on imaginait. Je pensais qu'on remplirait, on n'a pas rempli. Et puis, donc ça a été très dur de convaincre les exposants, mais parce que ils s'étaient organisés différemment, et parce que il y avait un certain nombre de choses dont ils avaient pas forcément plus besoin, ou alors aussi des finances qui permettaient pas là tout de suite de repartir sur de la communication, puisque ce qu'on bloque en premier quand on est une société, c'est le budget com. Et donc les budgets événementiels, c'est même au-delà du budget com, puisque on fait l'événementiel après la com. Donc ça a été très dur de se relancer, mais on est content de toute façon d'avoir redémarré dans un lieu comme ça, parce que ça a fait vraiment plaisir de se revoir, et sans masque, et sans faire attention, et tout c'est très bien passé. Bon, il y a toujours des couacs techniques, des gens qui sont pas contents, mais c'est l'événementiel. On peut jamais satisfaire tout le monde quoi qu'il arrive. En tout cas, il fallait qu'on redémarre, et on l'a fait. On
maintenant, on va essayer d'enchaîner pour l'année prochaine pour repartir sur un gros événement. Parce qu'en 2020, on avait, c'était sur 4000 mètres carrés avec 190 exposants, 8000 visiteurs professionnels, toujours gratuit pour les professionnels, mais on avait vraiment fait le plus gros salon qui a jamais existé dans le secteur de la radio, du podcast et de l'audio digital en France et même à l'étranger, parce qu'on est le plus gros salon professionnel qui existe, gratuit. Ouais, mais c'est ça. Au monde, et ça, c'était une fierté, même si y a que les professionnels qui le savent, hein, mais c'est pas grave. Donc ça, on est content d'avoir redémarré avec quand même des grosses difficultés, mais ça fait partie de l'entreprise. Et quand on a une entreprise, il y a toujours des hauts et des bas. Là, on a eu 2 ans et demi de bas, mais bon, c'est la vie. Mais avec d'autres projets, on va le voir, qui arrivent. Ah oui, ça, mais c'est encore une fois, je t'avais dit, c'est mon problème. Hein, les projets, je lance toujours des choses et en plus, en parallèle d'autres choses, ce qui fait qu'il y a un cumul de choses qui... Parfois un cumul de problématiques, peut-être. Ouais, mais bon. Après, tout se gère, hein, même si des fois, on se demande pourquoi on a fait ça, mais ça, c'est... Et qu'est-ce que tu dirais quelles sont les grandes lignes en fait qui se dégagent un petit peu du paysage donc radiophonique et podcastique surtout de cette année et pour les années à venir, qu'est-ce que tu en retiens toi de cette année? Si on parle de l'univers du podcast, je pense que l'univers du podcast fait du bien à tout le monde, fait du bien au secteur radiophonique, fait du bien à l'audio digital, fait du bien parce que on sait que ça a explosé aux États-Unis, on sait que c'est en train d'exploser en Angleterre et dans d'autres pays parce que le côté anglophone des podcasts a du succès. Le côté francophone, c'est un peu plus mitigé. On a essayé d'analyser aussi avec pas mal de contacts que l'on a au Québec, les Belges, puisqu'on était au Bruxelles Podcast Festival, tout à fait, qui se développe doucement. On est un peu en avance par rapport au Québec et à la Belgique. Beaucoup par rapport à la Suisse, puisque la Suisse a quasiment pas de podcast natif francophone. D'accord. On en parlait avec Philippe Zano qui était au salon, qui est des radios régionales romandes et qui a fait un meet-up justement pour rencontrer les podcasteurs au Paris Radio Show pour essayer de développer ça en Suisse avec des idées il y a quelque chose à faire là, mettre en place. Ouais, mais il y en a pas. Donc je pense qu'on est dans un secteur d'activité. Je parle du podcast natif parce que on peut pas comparer le podcast replay avec le podcast natif, même si on fait tous le même métier, c'est de l'audio, on parle dans un micro et on raconte des histoires. Le podcast natif est un secteur qui est en développement fort parce que il y a 2-3 ans, on comptait ceux qui en vivaient sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, on peut les compter sur les doigts des mains et des pieds. De deux mains. Donc ça se développe un peu. Et puis il y a des studios de production qui se créent, mais surtout il y a une mesure d'audience qui permet en fait de faire en sorte que on ait une valeur à donner en termes du nombre d'auditeurs qu'on peut avoir, même si pour beaucoup de podcasteurs indépendants c'est pas ça qui est important. Et ce qui est important c'est d'être bien dans sa cible et savoir qui est sa cible pour pouvoir éventuellement pas vendre, mais on va dire aider à financer son podcast pour en vivre et donc avoir des marques qu'on peut choisir comme Mathieu Stéphanie qui était là au Paris Radio Show qui lui a cette chance de pouvoir choisir les annonceurs parce que il a démarré déjà il y a un certain temps, tôt, hein, c'est pas il a été un des premiers d'ailleurs. C'est pas un nouveau podcast, et c'est maintenant un podcast qui a un impact et donc qui choisit les marques qu'il veut avoir et c'est comme ça qu'un podcasteur natif peut arriver à s'en sortir le mieux, c'est proposer des marques que le podcasteur aime puisque cette promesse qu'on fait à l'auditeur, elle est super importante. Et si on casse cette promesse, l'auditeur va partir ailleurs. Donc je pense que le podcast apporte énormément au secteur de l'audio en général. Et puis il y a cette alors je sais pas que je retrouve parce que j'ai pas connu les années 80 et la libération des radios FM en 81, mais pour en avoir entendu parler beaucoup par tous les acteurs qui m'entourent depuis plus de 20 ans maintenant qu'on a les éditions HF, on retrouve un peu ce côté créativité, ce côté aussi entraide entre podcasteurs qui sont là pour se donner des coups de main, qui sont là pour et puis il y a une vraie fraîcheur, il y a une vraie créativité que on n'avait pas connue depuis un certain temps.
Alors, elle existait déjà, hein, je veux pas dire parce que Arte Radio a toujours été présent et a toujours fait des contenus de qualité, mais là, on est vraiment dans la démocratisation d'un média et qui fait qu'il y a énormément d'acteurs dans tous les secteurs d'activité. C'est ça aussi qui est magique dans le podcast, c'est que une infirmière va pouvoir faire un podcast, comme un paysan va pouvoir faire un podcast, comme un cadre de n'importe quelle société va pouvoir faire son propre podcast. Et donc, on touche vraiment beaucoup plus de publics qui font des podcasts et il y a des profils qui sont, moi, tous les jours avec ce qu'on a lancé. On a lancé une espèce de petite communauté qui s'appelle Cool pour Podcast Magazine. Et je suis vraiment toujours surpris des profils qui viennent. Donc, il y a des rencontres, il y a une passion de partager l'audio par la voix et par le micro, et puis d'essayer de toucher par le biais des histoires qu'on raconte un maximum de personnes. Et pour certains, ils sont pas là sur le maximum, ils sont sur leur passion. Et c'est ce partage de passion qui est assez magique. Faire un podcast parce qu'on se dit il faut faire un podcast et qu'on n'est pas passionné par l'objet du podcast que l'on fait, ça tient qu'un temps. Mission, ouais. Ça tiendra qu'un temps. Donc voilà. Donc moi j'aime cette industrie. On fait des Room Clubhouse à 13h tous les mercredis. On rencontre toujours des podcasteurs. Maintenant on a un petit groupe qui vient régulièrement. Ça fonctionne encore Clubhouse ? Non, ça fonctionne pas, mais c'est pas ça qu'on cherche. C'est pas ça qui est important. Non, parce que okay. Après ça dépend ce que tu dis. Ça fonctionne techniquement, ça fonctionne très bien. Et nous, c'est ce qu'on aime. Ce qu'on aime dans Clubhouse, c'est le côté voix. C'est-à-dire qu'on est là que pour la voix. On n'est pas là pour autre chose. On n'est pas là pour se voir. On n'est pas là pour partager des liens. Alors, on le fait quand même parce qu'on le modérateur peut maintenant. On peut chatter maintenant. Donc, ils ont ajouté cette fonctionnalité. Mais ce qu'on aime dans Clubhouse, c'est passer un moment ensemble avec des passionnés pour parler podcast et pour avoir un vrai forum ouvert à tous. Ce qui est rare, par exemple, au Salon de la Radio, au Paris Radio Show, quand on fait des conférences, on invite des intervenants. Après, il y a des questions-réponses, mais tout le monde peut pas venir comme ça sur la stage et peut pas prendre le micro et dire tiens, oui, moi j'ai cette expérience-là. Alors que sur Clubhouse, c'est possible. Et c'est ça qu'on aime bien, c'est cette égalité de niveau qu'on peut avoir avec tous ceux qui viennent participer. Et on apprend plein de choses, même si les gens, des fois, ont rien à dire. D'abord, c'est rare qu'ils lèvent la main s'ils ont rien à dire. Et quand ils lèvent la main et qu'on les fait rentrer à chaque fois, c'est toujours super intéressant. Il y a toujours un échange. Et puis, on a découvert énormément de podcasteurs par ce biais-là, pour le Podcast Magazine, des rédacteurs qui sont devenus des rédacteurs maintenant pour Podcast Magazine, puisque le concept de Podcast Magazine, c'est ça, c'est d'essayer de faire participer ceux qui ont envie de participer dans la rédaction aussi. Donc l'univers du podcast apporte énormément cette fraîcheur, ce dynamisme, et puis pour les radios, je pense une remise en question sur la manière de créer des contenus, de raconter des histoires. Elles ont toutes créé leur structure de podcast natif, donc elles ont senti quand même une certaine concurrence de la part et ça j'en parlais avec la radio publique de New York qui était en charge des contenus à cette radio publique, et j'en parlais là déjà il y a plus d'un an pour une radio week qu'on faisait en ligne, et elle m'a dit c'est la première fois qu'on a une concurrence sur nos contenus qui sont des contenus produits de qualité avec des budgets. Et là, il y a des gens qui viennent, qui mettent pas des milliers et des milliers d'euros dans la production, mais qui font quasiment aussi bien que nous, voire mieux. Tout à fait. Et donc, il y a cette concurrence. En France, ils le disent pas, hein, parce que c'est. mais à l'étranger, ils se sont rendus compte. C'est peut-être pas encore aussi gros. Comment ? C'est peut-être pas encore aussi gros en France que ça l'est aux États-Unis. Non. Mais ça va le devenir. Obligatoirement, on sait que le podcast est là pour durer. Il va pas partir. Alors ça mettra peut-être plus de temps qu'aux États-Unis, mais il y a des stars qui vont sortir du podcast natif et qui ne viennent ni de la télé, ni de la radio, ni même des influenceurs, puisqu'on en voit là Hugo Travers qui était aussi présent au Paris Radio Show. Il est devenu un podcasteur, un des plus des plus connus podcasteurs, mais il était déjà sur YouTube. Mais je parle de quelqu'un qui va vraiment faire son contenu, qui est connu de personnes et qui se développe. Par contre, on sait qu'un podcast, en général, pour que vraiment il perce, c'est rarement des podcasts nouveaux qui percent. C'est-à-dire qu'on perce quand on a déjà 4-5 ans de podcasts derrière soi. D'accord, ouais. Et il faut tenir.
Et c'est ça le plus difficile. Faut tenir 4-5 ans, exactement. C'est ça. C'est long. Mais tu disais, oui, effectivement, que tout le monde peut prendre la parole, et c'est vrai que c'est absolument génial avec ce média. Et dans une interview donc de juillet dernier, pour Ouest France, tu dis qu'il se crée donc 2 podcasts par minute chaque jour. Ça, c'est dans le monde, j'imagine. Oui, et puis je pense que ça a augmenté maintenant parce que on reçoit des communiqués tous les jours de nouveaux podcasts qui se créent, de nouveaux studios de production qui se créent, et ça c'est aussi le fait que quelqu'un qui se lance dans ce podcast, il va pas gagner d'argent tout de suite, donc il va essayer de faire des podcasts pour les autres, de proposer ses services, de faire des podcasts de marque, de faire des podcasts. Et donc après, il y a dans ces podcasts-là qui se créent, il faut quand même savoir qu'il y a plus de la moitié qui ne passent pas le premier épisode, qui font qu'un épisode. Donc on peut limiter quand même la quantité des podcasts qui arrivent à tenir sur la durée. Là, on réduit énormément le pourcentage quand on arrive sur ce genre de podcast. Justement, comment est-ce qu'on fait pour trouver sa place sur ce média où il y a beaucoup de contenu qui c'est un peu comme dans la vie. On cherche pas à être heureux. Si tu cherches à être heureux, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a un problème en fait. Enfin moi c'est ma vision des choses. Tu cherches pas en fait à percer. Tu le fais parce que t'as la passion, parce que t'as l'envie. Et bien sûr qu'il faut essayer de mettre tous les atouts de son côté. Bien sûr qu'il faut penser qu'un podcast, quand on lance un podcast, il y a 1/3 de production et 2/3 de promotion et de communication. Tout à fait. Et ça, si on pense pas à ça, donc il y a des bases. Et c'est un peu ce qu'on veut essayer de partager avec Podcast Magazine, c'est essayer de faire gagner du temps à ceux qui veulent se lancer et essayer de faire découvrir aux auditeurs des podcasts de qualité, puisque c'est un peu le double effet qui se coule de Podcast Magazine. Il y a un côté grand public et un côté podcasteur. Donc c'est très difficile de se lancer. Il faut pas se lancer simplement parce qu'on dit que c'est un truc de mode. Ça marchera pas. On tiendra qu'un temps. Il faut simplement, il faut pas chercher à percer pour percer. Il faut se dire simplement que on le fait par passion, on le fait parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a au fond de soi et qu'on veut absolument partager. Et dans la mesure où il y a la passion, le partage, et qu'on sait raconter un peu les histoires, qu'on a une voix pas trop désagréable, et qu'on arrive à avoir un son sur la durée qui s'améliore, parce qu'on sait que quand on débute, on peut pas avoir un micro à 3 000 € et de la qualité, surtout quand on fait les choses à distance, c'est compliqué. Et ça, après, voilà, toutes ces règles-là, on essaye de faire gagner du temps à tous ceux qui veulent se lancer, parce qu'il y a quand même 2 ou 3 règles à respecter, et notamment, bien sûr, puisqu'on le sait, la qualité du son est la première des choses qui fait partir. Enfin non, la première des choses, c'est la pub. La pub, ça. Ok. Intéressant. Ouais, la pub fait partir 85% des auditeurs. Ah bon, mais alors. En pré-roll, ouais. Mais ça, faut pas le dire à ceux qui vendent de la pub, parce que non. sinon, ils vont pas être contents. Non, faut pas le dire. La publicité la plus efficace, c'est le host read. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que justement, ce host read, il est inclus dans l'histoire, dans le contenu, et qu'en plus, si le podcasteur, si l'animateur du podcast ou l'animatrice du podcast croit vraiment en la marque et a choisi cette marque, eh bien, ça sera beaucoup plus efficace pour les auditeurs. Et là, on ne sera pas dans une sensation intrusive de publicité comme on peut l'avoir sur YouTube ou à la télévision. Ça, c'est la première des choses qui fait partir les auditeurs. C'est 85% des auditeurs s'en vont dès qu'il y a une publicité en pré-roll, et dès qu'elle dépasse 30 secondes, là, c'est encore plus. Donc, on perd quasiment une grande partie des auditeurs. Et on le comprend, parce que c'est en général, on vient dans le podcast parce que on n'a pas envie d'avoir justement de la pub qu'on a à la radio ou qu'on a sur YouTube, où on est. Mais maintenant, je comprends aussi qu'il faut de la publicité en pré-roll et que je pense qu'il faut inventer une publicité en pré-roll qui soit un peu comme du host read, c'est-à-dire qui soit intelligente, qualitative, quoi, qui ait de la créativité. Et qu'on tombe pas dans les méfaits un peu des radios classiques qui sont pas très créatives en termes de publicité, et ça fait très intuitif. Après, dans le flux radio, quand il n'y a pas plus de 10 minutes par heure de publicité, ça va, on arrive à la rigueur parce que on arrive à avoir des publicités marquantes, des trucs, même si c'est débile juste
justement on s'en rappelle parce que c'est débile. Donc ça marche. Après sur le podcast, c'est un public un peu différent, donc il faut faire attention. Donc ça c'est la première des choses. Et puis après, bien entendu, c'est la qualité du son qui fait que on va décrocher. Ok, très intéressant. Parlons un peu de tes projets à l'écrit. Donc, je le disais, tu es le créateur notamment de Le Pod depuis 2019. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots dessus et un petit peu nous expliquer comment est née cette idée de créer Est-ce qu'on peut appeler ça un petit magazine? Puisque du coup, il y a Podcast Magazine qui arrive. Ouais, c'est un magazine bientôt. De poche. Le Pod, c'est vraiment un magazine de poche. On a été fortement inspiré par un magazine en Angleterre qui s'appelle Pod Bible. Okay. Qui est exactement le même format. Et on avait déjà sorti en 2008 un format comme ça pour Télérama. On avait sorti le guide de la radio Télérama. On avait travaillé avec le groupe Le Monde à l'époque puisqu'ils avaient racheté Télérama. Et on avait travaillé parce qu'on avait la liste de toutes les fréquences radio. Donc on avait fait un petit format comme ça, assez sympa, format A6. Et donc on s'est dit que le format de Pod Bible était sympa, que nous on avait cette compétence et on connaissait tous les acteurs du podcast. Et on voulait se lancer dans un petit magazine de poche. Donc on a lancé le Pod avec Acast qui nous a fait confiance sur ce projet, qui nous a même dit si vous faites un truc comme Pod Bible, on vous suit. Et donc on a fait un truc comme Pod Bible. Et ils nous ont suivis. Et donc c'est né comme ça, c'est né avec Acast qui nous a lâchés depuis puisque Pod Bible a pas été content du tout, comme tu peux l'imaginer. Ah. Ouais, ils ont pas été contents. Trop proche. Ouais, c'était format, non mais c'était je m'en cache pas, on s'est fortement inspiré de Pod Bible avec alors c'est nous qui avons créé totalement le design et toute la partie graphique. C'est Lucas donc des éditions HF qui a tout fait de manière originale. Il y a aucun plagiat en fait dans ce sens-là. Oui, c'est ça. C'est l'idée. Il y a simplement eu le format, l'idée et puis la manière d'agencer les podcasts qui de toute façon est pas sur un format A6. On peut pas le faire de manière 36 manières différentes. Mais graphiquement, c'est complètement différent, même si c'est vrai que ça voilà, quand on le regarde, on se dit c'est la même chose. Donc ça ressemble beaucoup et on s'en est inspiré, comme beaucoup de magazines français se sont inspirés de magazines aux États-Unis ou en Angleterre. Finalement, c'est pas nouveau, il y a rien d'exceptionnel. Donc ils ont pris la mouche et ils ont interdit à Acast de revenir vers nous. Donc on a développé le Pod. On a continué avec le Pod tranquillement, avec d'autres sponsors, et on a trouvé jusqu'à maintenant de manière à distribuer de plus en plus en France, dans 30 lieux différents, ce petit magazine gratuitement. Et puis après, une fois qu'on est sorti en version papier, on sortait 2 mois après en version digitale. Donc là, la version digitale du 8 va sortir dans très peu de temps, puisque on n'a pas eu le temps de le sortir là avant le salon, mais on va sortir la version 8 en version digitale, gratuite. Et donc c'est financé par la pub à l'intérieur, c'est financé par les acteurs et le problème c'est qu'on est arrivé à un moment où c'est bien, il y a une bonne distribution, mais il fallait aller un peu au-delà. Et pour aller en kiosque, le format A6 c'est pas forcément idéal. Ça fonctionne pas. Ouais, parce que en fait, en général, on est vite caché par les autres publications. On s'est dit, en plus, on voulait rajouter pas mal de choses dans le magazine. Et on s'est dit, on part en format A4. Donc, on est parti sur Podcast Magazine, sur le projet de Podcast Magazine. Et au début, on voulait encarter le Pod dans Podcast Magazine. C'est-à-dire, on voulait avoir 2 magazines. Mais là, il y avait pas mal d'autres soucis qui se présentaient. Et donc, on a dit finalement, on va fusionner les deux. Il y a eu le problème de pénurie de papier, l'augmentation des coûts, ce qui a fait qu'on a dit on peut pas faire deux magazines avec 2 formats différents. On n'en fait qu'un et on met le contenu du Pod à la fin de Podcast Magazine. Donc, au lieu d'avoir une centaine de pages, on va avoir 150 pages. On aura une centaine de pages avec plein de conseils, de trucs, de tests matériels, de pages de mode, de pages de geek. Enfin, il y en a vraiment pour tout le monde. Et puis à la fin, une 50aine de pages sur les meilleurs podcasts qui ont été sélectionnés par nos équipes et qui font cette curation qui n'existe pas aujourd'hui, même dans des applications mobiles. C'est très compliqué de pouvoir trouver de la curation et donc de ce choix de podcasts de qualité. Et donc, on a pris le pari de fusionner les deux. Et pour cela, on voulait le sortir en juin, mais avec tout ce qui s'est passé, la pénurie et les augmentations de coûts, on a décidé de décaler, de lancer un KissKissBankBank pour essayer de financer ce magazine et selon les échelons auxquels on va arriver.
eh bien, on arrivera, on espère, à sortir en kiosque. Il faut qu'on arrive, j'ai rien à cacher, il faut qu'on arrive à peu près à 4000 exemplaires si on veut arriver à sortir en kiosque. Donc là, on a fait une premier palier à 250. Ouais. Et puis, on espère que ça va monter au fur et à mesure du temps. Et on a jusqu'à mi-juillet pour le faire. Donc c'est 4000 par édition, c'est ça? Alors oui, pour démarrer, en fait, 4000, puisque 4000 préventes pour arriver à sortir 20 000 exemplaires en kiosque. D'accord, Ouais, ok. donc en fait, c'est l'objectif, c'est d'arriver à sortir 20 000 exemplaires dans 4000 kiosques. Et pour ça, il faut qu'on arrive sur les préventes, au moins à 4000 préventes, si on veut garantir la sortie en kiosque. D'accord. Et donc le pod va disparaître finalement. Oui. Va être intégré à Podcast Exactement. Magazine. Ouais, le pod va disparaître. Alors le pod.fr va rester puisque le pod.fr c'est notre site d'actualité et les pages à l'intérieur de Curation s'appelleront le pod en fait. Très bien. Donc on garde quand même la marque le pod à l'intérieur de Podcast Magazine, mais le pod c'est notre curation de podcasts. Le pod.fr étant, on parle de tous les podcasts sans véritable curation. Tu m'envoies un communiqué, on va parler de toi, pour que justement les podcasts natifs soient découverts et que on n'ait pas trop de sélection. Ouais, il n'y a pas de sélection du tout en fait, c'est ça? Non, alors du tout si, parce que si on entend un truc qui est vraiment pas bon du tout et qui fonctionne pas, on va pas en parler. Mais on est très très large justement pour personne ne parle des podcasts qui sortent. Aujourd'hui, il existe Podmust qui est le must du podcast, donc qui est un peu ce qu'on fait sur le magazine print, mais ils le font de manière digitale et ils le font très bien. Podmust, c'est vraiment un site. Il y avait après Radio Tips qui existait, mais ça a mis un peu en attente. Il y avait Elson qui faisait aussi une sélection de podcasts. Il y avait Toutac, mais finalement il a changé de crèmerie aussi. Il est parti sur le B2B. Donc il y a plus vraiment à part Podmust aujourd'hui. Et puis quelques newsletters qui font des sélections de podcasts de qualité. Il y a quasiment pas, et en papier, alors là encore moins, parce que donc là nous notre objectif il est de dire voilà, avec ce magazine papier vous aurez la capacité, et puis bien sûr digital, puisqu'on fait pas que un abonnement papier, on pourra aussi accéder à ces articles au niveau digital, pouvoir rassembler tout ça dans un magazine. C'est vrai que c'est la grosse problématique des podcasteurs indépendants qui se lancent, c'est comment est-ce que je fais pour faire connaître mon podcast en fait, en dehors de ma cible, en dehors peut-être de mon compte Instagram, de mon compte LinkedIn, notamment pour avoir un article de presse. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Là, c'est une opportunité. Alors il y a Télérama, mais Télérama c'est pareil. Télérama c'est quand même dans une certaine catégorie de podcasts. Ils vont pas faire tous les podcasts et toutes les catégories. Et il y a cette sélection exclusive un peu culturelle, qui est très intéressante et il faut que ça existe. Après il y a Slate Audio aussi qui fait un super travail de curation avec Mathilde qui fait un super boulot. Donc il y a vraiment et puis il y a plein de podcasts qui parlent de podcasts aussi, mais en fait le problème du podcast aujourd'hui tel que je le vois moi, c'est que on s'écoute entre nous. Il n'y a pas beaucoup d'autres personnes qui écoutent des podcasts. Alors, je caricature un peu, puisqu'il y a quand même l'audience augmente, mais si on compare à des chiffres d'audience d'une station de radio, c'est malheureusement à part, chose à savoir, qui fait 5 millions d'écoutes par mois avec ses podcasts. Louis Guillaume qui fait un carton, c'est lui qui est le plus gros podcasteur aujourd'hui, et 5 millions d'écoutes par mois, si on compare à une radio, c'est très peu en fait. Donc on est dans une économie encore fragile qui va augmenter. Il va y avoir des millions et des millions et des millions de personnes qui écouteront des podcasts de plus en plus. Il y aura des gros podcasts qui vont sortir, des stars et qui vont exploser, mais c'est encore fragile. Et peut-être que même si un petit peu les influenceurs, ces stars utilisent ce média, ça va peut-être démocratiser justement le podcast auprès d'une cible un peu plus large. Podcast Magazine est là aussi, et c'est un peu l'objet de Podcast Magazine. Podcast Magazine, c'est un peu de démocratiser le podcast, de faire découvrir le podcast à ceux qui ne connaissent pas. Quand ils voient Podcast Magazine, peut-être qu'ils seront curieux de pouvoir acheter ce magazine et essayer de découvrir un peu, et puis de découvrir des podcasts, mais aussi découvrir cet univers, ce secteur, en fait, le magazine, c'est quelle place l'audio joue dans notre vie. On est au-delà du podcast, et on montre que par le biais du podcast natif, le podcast natif et ses contenus apportent une valeur ajoutée qu'on ne pouvait pas imaginer, parce que beaucoup aujourd'hui de gens pensent que le podcast c'est les replays radio et que ça. Or, ça n'est pas que ça. Et beaucoup pensent aujourd'hui que cette bulle qui a été créée dans le podcast natif
avec les mouvements LGBT féministes qui sont très respectables et c'est très bien que ça fonctionne comme ça, mais dont on parle beaucoup par rapport à tous les autres podcasts. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est encore une fois, c'est Louis Guillaume. On a fait une interview de lui dans la lettre pro de la radio et il a parlé de que ce secteur-là qui a été mis en avant beaucoup dans le podcast natif a dénaturé un peu l'image du podcast natif de tous les autres qui ne font pas qui ne sont pas dans ces tendances-là LGBT ou féministes. Engagés, quoi. Engagés, ouais. Exactement. Et donc là, il y a encore il y a des choses qui vont évoluer, mais ça prend du temps et on le sait très bien, c'est des choses qui prennent du temps. Encore une fois, la difficulté quand on a un podcast et qu'on aime faire du podcast, c'est d'arriver à tenir et de garder la promesse qu'on a vis-à-vis de ses auditeurs. Et si on fait ça, on se fait un plaisir. Deux, on gagne sa vie comme on peut. Et si on peut arriver à aller grappiller un peu d'argent chez des annonceurs pour faire du host street, c'est très bien. Et sinon après, on développe des activités annexes pour gagner de l'argent et continuer à faire sa passion, qui est de parler dans un micro. Tout à fait, comme je fais. Exactement. Voilà, mais je me doute. C'est exactement ça. Ok, donc effectivement, amis auditeurs auditrices, vous pouvez contribuer à ce projet donc de podcast magazine sur KissKissBankBank. C'est à partir de 15 €, je crois, pour recevoir la première version. Ouais. Donc la version papier numéro 1. Exactement. Et c'est jusque quand ? C'est jusqu'à mi-juillet. Mi-juillet, d'accord. Donc on espère pouvoir arriver au premier palier assez rapidement. On doit être à plus de 40% aujourd'hui. Ouais. Après j'ai vu 37% hier. Quelques jours, là c'est 41. Je pense. J'ai regardé ce matin. Parfait. Vraiment parce que j'ai pas eu le temps de regarder jusque là. Et donc on a besoin de tous les soutiens possibles pour faire arriver à sortir ce premier magazine. Et puis on espère après tous les 3 mois d'avoir un nouveau magazine avec ce contenu. Alors c'est vrai que lancer un magazine c'est toujours compliqué, surtout que dans un secteur qui est un peu en émergence et qui se cherche un peu, il faut le dire. Mais c'est un challenge qu'on s'est lancé, encore un nouveau challenge qu'on s'est lancé, et on espère bien y arriver avec le soutien de tous les podcasteurs et puis tous les auditeurs auditrices, parce que encore une fois ça ne cible pas que les podcasteurs, c'est vraiment aussi un magazine pour ceux qui aiment écouter des histoires et écouter du son tout au long de la journée. D'accord, ok, c'est bien de le rappeler effectivement. Eh ben écoute, le message est passé. Maintenant, c'est à toi. Si toi, tu avais un message à faire passer à nos auditeurs auditrices, donc des créateurs, des créatrices de contenu audio, donc de podcast, ce serait quoi le message fort que tu as envie de leur faire passer ? Il faut essayer pour tous ceux qui font des contenus audio et qui passent beaucoup de temps et d'énergie à le faire. Il faut éviter de copier ce que font les autres. On a tendance un peu à partir toujours dans les mêmes et puis c'est vrai qu'on a beaucoup de conseils sur internet qu'on peut trouver gratuitement, qui sont pas toujours les meilleurs conseils, qui vous disent il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Moi je pense que il y a tellement de choses à inventer dans le format dans la manière de raconter une histoire. Ce qui est certain, c'est que il y a une règle à respecter, c'est la narration. La narration, quand vous racontez une histoire, il n'y a pas 36 manières de la faire. Donc vous regardez comment les Walt Disney, comment toutes les histoires sont racontées quand on écrit un livre. Et ça, c'est ces conseils-là qu'il faut prendre, plutôt que ceux qui vous disent il faut présenter votre invité, ensuite il faut que vous fassiez votre petit speech. Non, faites comme vous le voulez. Ne copiez pas trop ce que font les autres, parce que moi je fais partie de jury, que ce soit pour Paris Podcast Festival, pour Hero, pour d'autres concours. Et il y a rien de pire que des podcasts qui se ressemblent quand ça démarre et qui au bout de 3 minutes n'ont pas encore démarré le podcast et on est toujours dans l'attente. Les 30 premières secondes sont les plus importantes. Et c'est là où vous devez surprendre, et c'est là où vous devez accrocher votre auditeur, sans le forcer simplement, mais essayer de faire quelque chose de, je dirais pas original, mais de faire quelque chose qui vous ressemble. Et si ça vous ressemble, si vous êtes passionné, ça marchera avec le temps, bien sûr, mais ça marchera. C'est ça. Donc la récurrence, ne pas lâcher. Ok, très bien conseil, merci beaucoup. Où est-ce qu'on te retrouve donc principalement ? Alors toi, principalement, j'imagine ça va être le projet Podcast Magazine actuellement. Oui. Où est-ce que tu as envie d'envoyer donc les auditeurs auditrices ? Sur le KissKissBankBank, si vous pouvez, bien entendu, pour nous soutenir. D'abord, vous allez découvrir un peu le projet, les personnes qui font partie de ce projet. Ensuite, vous pouvez nous rejoindre sur Cool, qui est la plateforme pour
pour les auditeurs qu'on appelle les écouteurs. On a bien sûr aussi les podcasteurs qu'on appelle les haut-parleurs, et puis ceux qui ont envie de rejoindre l'équipe de rédaction et qui font partie de l'équipe des cerveaux. Et bien entendu, une fois que vous avez préacheté votre magazine, vous faites partie des pépites. Et les pépites, elles ont accès aux bonus. On va mettre des bonus régulièrement pour les pépites. C'est sur Cool que ça se passe. Donc il y aura les enregistrements intégraux de tout ce qu'on fait au niveau du magazine. Il y aura des masterclass qu'on va organiser, les contenus des conférences du Paris Radio Show qui seront pour la partie podcast qui seront disponibles en bonus pour ceux qui préachètent. Super. Et puis voilà, plein de choses qu'on mettra au fur et à mesure pour tous ceux qui nous font confiance et qui nous aident à financer ce projet. Bon, parfait. Donc c'est jusqu'au 15 juillet. Allez-y. Moi, j'ai pris les 2 premiers numéros, je crois, déjà. Ah, et oui, forcément. Donc voilà. Merci encore, Philippe. C'était très intéressant. Merci à toi, Anastasia, et puis à ton podcast. Merci. À bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez me le dire, ça fait toujours plaisir. Ça fait encore plus plaisir, je vous l'avoue, quand c'est un petit commentaire sur Apple Podcasts. Pour l'algorithme, vous avez compris comment ça marche. Je vous retrouve quant à moi très bientôt pour un nouvel épisode. Et oui, les cordonniers sont souvent, et là c'est mon cas, le plus mal chaussé. Je ne vous dis pas donc de date car je n'ai plus du tout de récurrence en ce moment. On fait vraiment quand on a le temps, finalement quand on peut. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, journée ou nuit, pourquoi pas. Et je vous dis à bientôt.